Bonjour et bienvenue sur Historia. Né en 1397 sous le nom de Yido, Sejong devint le quatrième roi de la dynastie de Joseon et régna de 1418 à 1450. Ce règne est aujourd'hui perçu comme un véritable âge d'or pour la Corée, enrichi par des progrès majeurs dans les domaines scientifiques, sociaux et culturels. Fondée en 1392 par le roi Taejo, la dynastie de Joseon établit un modèle de gouvernement néo-confucéen où le roi est considéré comme le père bienveillant de son peuple. Ce modèle valorise l'éthique et la morale comme fondement de la gouvernance. Cependant, les premières années de cette dynastie furent marquées par des luttes de pouvoirs intenses, notamment des conflits entre les clans des deux premières reines de Taejo, ce qui affaiblit temporairement la stabilité du royaume et fit émerger des tensions au sein de la cour. Sejong, troisième fils du roi Taejong, se distingua dès son plus jeune âge par une soif de connaissance et un sens aigu de la justice. Éduqué dans les classiques confucéens, il montra une aptitude exceptionnelle pour les études, impressionnant ses professeurs et les nobles de la cour. Cette formation rigoureuse le prépara à devenir un érudit respecté et un futur dirigeant idéal. Taejong, bien que gouvernant d'une main ferme, discerna chez Sejong une sagesse et des qualités de leadership rares, le voyant peu à peu comme un successeur digne de ce nom, malgré la présence de ses deux frères aînés. En effet, l'ascension de Sejong ne s'est pas faite sans complexité. Le premier fils de Taejong, le grand prince Yeongnyong, était initialement destiné à devenir roi. Bien que brillant et talentueux, Yeongnyong se détourna rapidement des responsabilités royales. Il montrait peu d'intérêt pour les affaires d'État et s'adonnait souvent à des activités jugées frivoles et incompatibles avec le rôle d'un roi, comme la chasse et des distractions diverses. Conscient que son comportement risquait de décevoir son père et qu'il ne répondait pas aux attentes, Yeongnyong se serait volontairement écarté de la succession, peut-être même pour permettre à son frère Sejong de prendre sa place, le considérant mieux préparé à gouverner. Le second fils, le grand prince Yeoryong, présenta un parcours différent. Homme pieux et humble, il manifesta très tôt une inclination pour la vie religieuse. Plutôt que de rivaliser pour le trône, Yeoryong choisit de se retirer de la vie politique pour devenir moine bouddhiste. Il préférait la méditation et la dévotion religieuse aux exigences et intrigues de la cour, ce qui le dissuada de briguer le trône. Pour préparer le trône à Sejong, son père renforça l'autorité royale par des mesures parfois brutales, n'hésitant pas à éliminer certains rivaux politiques et membres de sa propre famille pour stabiliser son règne. Ce contexte imposa à Sejong, une fois couronné en 1418, de trouver un équilibre entre une autorité ferme et un gouvernement plus humain et éclairé, en contraste avec la gouvernance plus dure de son père. Dès son avènement, Sejong effectua des actes symboliques, tels que la libération de prisonniers politiques et la réforme de certaines lois oppressives, mettant fin aux persécutions politiques. Contrairement à son père, il adopta un modèle de monarchie consultative, impliquant dans ses décisions les lettrés du royaume. Cette démarche incarnait l'idéal confucéen de la monarchie éclairée, où le roi agit comme un guide vertueux, proche du peuple et respectueux de ses conseillers. Pour concrétiser ses ambitions de réforme, Sejong fonda en 1420 le Jibyeonjeon, ou Hall des valeureux érudits, une institution académique centrale sous la dynastie de Joseon. Son objectif était de rassembler les plus grands penseurs et intellectuels de Corée pour encourager les études confucéennes, renforcer l'administration par la recherche en sciences politiques, sociales et culturelles, et stimuler le développement de connaissances innovantes dans divers domaines. Le Jipyeonjeon est aujourd'hui considéré comme un symbole majeur de l'âge d'or intellectuel et scientifique de la Corée, sous le règne de Sejong. Roi visionnaire et soucieux du bien-être de son peuple, Sejong comprenait que l'unification et le développement de son royaume passaient par l'éducation et l'accès à la connaissance. Il voyait dans la création d'un alphabet accessible un moyen d'émanciper et de donner une voix à toutes les classes sociales. En 1443, après des années de recherche menées au Jibyeonjeon, Sejong dévoila le Eunminjeongeum, ou les sons corrects pour l'instruction du peuple, aujourd'hui connu sous le nom de Hangul.
Le hangul est composé de 14 consonnes et de 10 voyelles de base, qui peuvent se combiner pour créer de nouveaux sons. Les caractères sont formés de manière logique et systématique. Par exemple, les formes des consonnes représentent la position de la bouche et de la langue lors de leur prononciation. Il est également expliqué dans ce manuel que Sejong s'est inspiré de concepts cosmologiques néo-confucéens, où les trois éléments, le ciel, la terre et l'homme, représentent l'équilibre universel. Le cercle, la ligne horizontale et la ligne verticale sont ainsi les bases des voyelles. Pour saisir pleinement l'importance de la création du hangul, il est essentiel de comprendre le contexte linguistique de la Corée avant son introduction. À cette époque, les Coréens utilisaient le chinois classique, ou hanja, pour la communication écrite. Bien que culturellement prestigieux et historiquement valorisé, le hanja représentait un obstacle majeur pour la population. En effet, ce système de caractères, complexe et exigeant une connaissance approfondie de la langue et de ses subtilités, était réservé aux lettrés, essentiellement issus de la classe des aristocrates, les yangban. L'apprentissage du hanja nécessitait des années d'études, un privilège inaccessible pour les classes populaires qui n'avaient ni le temps ni les moyens financiers nécessaires pour s'y consacrer. L'introduction du hangul transforma radicalement la société coréenne. Pour la première fois, les paysans, les artisans et même les femmes, souvent exclus de l'éducation formelle, purent accéder à la lecture et à l'écriture. Cet alphabet permit à la population de consigner ses propres expériences et de participer à la culture écrite. Ainsi, le hangul n'était pas seulement un système linguistique pour Sejong. Il s'agissait d'un outil d'émancipation collective, de valorisation de l'identité coréenne et d'affirmation d'une langue distincte. En favorisant l'inclusion et l'unité sociale, le roi Sejong posa les bases d'une Corée plus forte et plus cohérente, contribuant ainsi au développement culturel et intellectuel de la nation. Cependant, cette innovation se heurta à des résistances. L'élite coréenne, attachée à la culture chinoise et au prestige des hanja, voyait d'un mauvais œil ce changement qui mettait, selon eux, en péril l'ordre social en place. Malgré les pressions, l'alphabet finit par s'imposer avec le temps, et aujourd'hui, il est la fierté de la culture coréenne, célébrée chaque année, le 9 octobre, en Corée du Sud.